Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence qui traitera ce soir des familles de noblesse noire. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Danick. Oui, oui, bonsoir. Nous avons cette conférence fait suite à une conférence que nous avions donnée précédemment sur les affaires de pédocriminalité, pédosatanisme en France. Et alors pourquoi Danick, ici présente, est légitime pour parler de ces sujets? Eh bien, parce que Danick, tu as été enquêteuse sur de nombreuses affaires de pédocriminalité. Oui, en effet, oui, Tu pendant as, longtemps. tu as personnellement même vécu avec une personne, même si tu l'as pas découvert tout de suite, qui était proche de la noblesse noire. Oui, Et oui, tu as passé beaucoup de temps, en l'occurrence, à étudier la question, puisque ça devenait un élément essentiel d'un épisode de ta vie. Donc voilà. voilà. Oui, oui, étant donné que ça a donc impacté fortement ma vie, je m'y suis beaucoup plus intéressée, évidemment. Donc voilà, je tenais à préciser ces points pour montrer que Danick est tout à fait légitime pour nous présenter ce sujet qui est un sujet, encore une fois, très difficile. Et c'est évidemment volontaire de notre part de ne pas montrer nos visages. Nous allons tenter de vous montrer des documents au fil de cet exposé, au fur et à mesure que Danick présentera les différents éléments de son exposé. Et voilà. Donc le sujet étant l'oligarchie suprême des familles de noblesse noire, le pouvoir caché derrière les Rothschild, les véritables Illuminati de la pyramide sociétale. Donc pour les personnes que ça intéresse, je les renvoie à ton blog, donc qui s'appelle les rubriques de Danick, sur lequel tu traites de ces sujets-là, de sujets de pédocriminalité et d'autres sujets extrêmement sensibles. Voilà. Donc je te laisse la parole. D'accord, bon, bah, je te remercie beaucoup Hervé une fois encore de me recevoir ce soir. Je vais donc parler d'un sujet qui est donc assez rare sur les sites de manière générale en français, sur les sites francophones. C'est un sujet qui est des plus importants. Il révèle probablement le secret le mieux gardé de la planète, hein, c'est-à-dire ces véritables familles qui sont ce qu'on appelle Illuminati et qui dirigent le monde. Ces familles étant donc de noblesse, noires tenant pour leurs actes et non pour leur peau, bien entendu. Euh, Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ceux qui généralement cherchent ce genre de sujet sur les structures de pouvoir trouvent les francs-maçons, le capitalisme, les États-Unis ou Israël à la source de l'asservissement de la population de manière générale et puis de tous leurs problèmes, hein. Alors, ils vont nommer les Illuminati au mieux avec les Rothschild et souvent les Juifs et certains même nomment la nation juive complète, ce qui est bien dommage. Euh, ce que je peux expliquer, c'est que, ben non, ce n'est pas exactement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Nous avons, quand on voit que, je crois que tu peux commencer à mettre les images, Hervé. Euh, sur cette structure pyramidale, généralement, on voit, bon, c'est écrit en anglais ici, mais toute la base, hein, toute la base de la structure est décrite à peu près bien. Mais par contre, le sommet, hein, n'est jamais mentionné, le Vatican n'est jamais mentionné. Voilà, c'est bien dommage parce que nous avons des agents ici en France, comme Alain, qui par ailleurs s'appelle Alain Bonnet de Soral. Alain Soral, donc, qui n'explique pas que ces richissimes Rothschild sont d'origine babylonienne, reconvertis entre 10 000 guillemets, juives, reconvertis à la manière d'un Sabbatai Tzvi ou d'un Jacob Frank plus tard, hein, c'est-à-dire faussement.
et perpétue en fait le Talmud de Babylone, qui est à la source du catholicisme papal. Alors, excuse-moi, donc justement, je me permets de refaire une petite précision, même si tu l'as déjà dit. Nous ne sommes pas en train de faire de l'antisémitisme primaire, hein, même si effectivement on voit apparaître des symboles, enfin on parle de Talmud, on parle de synagogue de Satan. Bon, ça c'est parce que c'est un document tel qu'il est présenté sur Internet, mais en l'occurrence, ce dont tu vas nous parler, enfin, c'est bien de ces familles qui ne sont pas spécifiquement, comment dire, enfin, qui sont pas spécifiquement juives. On est bien d'accord. On est sur. Donc, bien sûr, bien On parle sûr. D'ailleurs, de- je vais le prouver ici, hein. Elles sont plutôt cachées derrière le Vatican, d'ailleurs, que derrière une quelconque synagogue. Voilà. Alors donc, malheureusement, nous avons affaire justement à beaucoup de désinformation en rapport avec l'influence de Alain Baudet et de Soral, qui donc, de par son nom lui-même aussi, est noble. Et qui fait une promotion donc pour un complot judéo-maçonnique qui a en fait qu'une base très très simplifiée de la structure de la société. En réalité, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le monde et, et bref. On peut comprendre par exemple qu'il y a une censure à l'heure actuelle de l'Église et en particulier de la Bible pour pouvoir cacher quels sont les plans. Euh, tu peux passer aux autres trucs. Hein. Pour donc, je me perds un petit peu là, pardon. Oui, grâce à l'imprimerie naissante, en fait, quand il y a eu le protestantisme, tout le monde pouvait lire la Bible. Et auparavant, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient lire la Bible. Et ce n'est pas pour rien, puisque tout est étalé dans cette Bible qui est censurée, qui nous est présentée sous un jour néfaste, et pour cause, puisque il y a quand même pas mal de choses qui sont révélées dans cette Bible. Ce que je voulais dire en rapport donc avec les Rothschild que j'ai nommés auparavant, c'est que oui, en effet, ils font partie de cette conspiration, mais ils sont à la tête. Ils ne sont pas à la tête de quoi que ce soit en réalité. C'est en fait une conspiration de plusieurs familles qui sont des richissimes cartels mafieux. Ce sont eux les véritables décideurs. Derrière, c'est nos chefs d'État, les VIP, les monopoles militaro-industriels, les sociétés secrètes, nos religions, nos universités, bref, tout ce qui est la structure dirigeante de notre société. Les Rothschild, en fait, ne sont que des représentants officiels, hein, des familles de noblesse noire dont ils font partie, mais ils permettent, en fait, c'est un petit peu l'épouvantail qu'on met pour pouvoir attirer l'attention ailleurs qu'au Vatican et sur cette aristocratie d'ailleurs. D'ailleurs, les signes sont pourtant sous notre nez, parce que quand on voit que finalement le sommet de la pyramide était sous notre nez tout ce temps, on est quand même assez épaté. Et pourtant cette pyramide est là, donc les symboles en sont absolument partout. Alors, malheureusement, quand on mentionne le rôle du Vatican, des jésuites qui sont à leur solde, des cités-États, comme la City de Londres, Washington DC ou le Vatican, il y a un ange qui passe. Hein. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ces cités-États, cette trinité du contrôle, qui est montrée dans l'image qui suit, Hervé,
Et donc, à la tête, c'est eux qui dirigent, ce sont à la base de ces cités, et je ferai d'ailleurs un article spécifique pour pouvoir expliquer exactement comment ça fonctionne, donc je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui spécifiquement, mais je voulais le mentionner, elles sont à la base et je vais expliquer comment plus tard. Hein. Donc voilà, donc le Vatican représente le pouvoir religieux, Londres le pouvoir financier et Washington donc le pouvoir militaire. Voilà, et politique aussi. Et politique, absolument. Enfin, quoique politique, c'est partagé entre les trois. Alors, quand on parle des noblesses noires, donc, c'est difficile de les nommer comme étant les Illuminati dans un monde comme actuel qui est rempli de désinfos. Et pourtant, les symboles, voilà, les Illuminati existent. Ils ont même leur site. Vous en voyez là le symbole. Et c'est ce symbole de cette structure pyramidale qui nous dirige, on le retrouve absolument de partout. Alors donc sur le billet de 1 dollar bien connu, avec qui a été déjà, voilà, maintenant ça fait partie de la des vieilles conspirations, on dit, ce symbole étrange sur le billet d'1 dollar. On le retrouve sur, par exemple, Adobe, voilà, pour pouvoir mettre, ou sur des logos, des logos comme celui-là, ou alors donc Adobe, comme je le disais, si vous voulez mettre... Adobe, l'éditeur de logiciels? Voilà, oui, qui est la photo qui suit. Vous pouvez, voilà, tu peux le mettre. Donc, par Adobe, bah oui, on peut mettre son slogan de compagnie juste là, au milieu de cette jolie pyramide. Et d'ailleurs, ces symboles se retrouvent aussi dans les mouvements contestataires, ce qui prouve bien que leur contrôle. Alors, par exemple, les Anonymous, dont vous trouverez sur le blog un article qui expose cette manipulation. En partie, il n'y a pas que, mais bon, ils en font largement partie, qui utilisent des symboles donc pyramidales, c'est à se demander pourquoi. Alors Jay-Z, figure du rap extrêmement connu, donc du rap qui originellement quand même était révolutionnaire. Et puis le symbole de l'anarchie, qui, comme toutes les tendances, quelles qu'elles soient, finalement ont été construites par les mêmes. Alors, donc, tous ces conspirateurs, comme, je vais toujours rester sur Sora, là, mais bon, il a fait des émules. Il surfe donc sur cette conspiration judéo-maçonnique, si chère à Hitler et à Vichy, qu'on voit très bien illustré, voilà, ici dans le genre de film qui se faisait à l'époque. Sans jamais mentionner que la franc-maçonnerie illuministe, elle a toujours été infiltrée, elle a même été parfaitement créée et cooptée par les jésuites. Les jésuites qui sont à la solde de Rome, donc du Vatican. Parce que, il faut le rappeler, Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati de Bavière, était professeur de théologie et formé dans une université jésuite. Ni non plus le fait que donc la franc-maçonnerie s'inspire des Templiers lucifériens, d'ailleurs, puisqu'ils vénèrent Lucifer, et que, évidemment, les Templiers étaient à la solde de Rome aussi. Nous parlons évidemment toujours des plus hauts gradés dans toutes ces sociétés secrètes et confréries. On ne parle pas non plus des centaines d'autres familles nobles de diverses confessions qui ont toutes leurs origines dans des cultes païens, assyro-phéniciens, gréco-romains, de différents pays égyptiens, qui font partie de la crème de l'élite, qui s'entrepousent depuis des siècles, et qui jouent des rôles essentiels, qui font tous partie de notre environnement actuel, et dont
qui sont les descendants. Tous ces gens que vous voyez sont liés entre eux et ont tous des liens avec les familles nobles européennes. Absolument toutes, hein, y compris donc Madonna, Céline Dion, Marilyn Monroe, Brad Pitt et tutti quanti, Bush et autres, et Obama bien sûr. Voilà. Et alors, évidemment, parce que diviser pour mieux régner, n'est-ce pas donc on nous sert depuis toujours une semblance de deux partis opposés, avec d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite. C'est ce qu'on peut voir sur la photo d'après, Hervé. Alors d'un côté, alors aux États-Unis, n'est-ce pas, ce sont donc la gauche libérale contre les conservateurs. Et puis en fait, on s'aperçoit vite fait que leurs symboles sont les mêmes, hein et que, je veux dire, c'est d'une évidence. Les affaires de pédocriminalité, justement, me permettent de savoir que absolument tout est touché par ce genre de fléau, hein, par la pédocriminalité, le satanisme, et que donc, comme répondant à leur maître, et aux dieux qu'ils vénèrent, hein, en réalité, ils sont tous amis une fois que nous avons le dos tourné, quoi. Alors, cette image que tu nous montres là d'Obama, là, auquel on a dessiné des cornes, en fait, c'est le format du rideau en fait qui est derrière lui qui donne cet aspect. Voilà, exactement. Il est positionné. Alors, il faut savoir qu'évidemment, dans ce genre d'événements, hein, de représentation du président, rien n'est jamais laissé au hasard. Et on a pris cette photo de lui à ce moment-là donné. Ça a été une photo. Tu t'es éloigné du micro, excuse-moi. Oh, pardon, on m'entend de nouveau? Non. Ah. Rapproche-toi. Allô? Oui, vas-y. Oui, alors je disais, il faut savoir que dans ce genre de représentation officielle, tout est calculé au millimètre près, et ça a été une représentation. Alors évidemment, ça a été entouré, mais les figures existaient en noir, hein, qui représentent parfaitement Baphomet. Donc Baphomet, qui est donc le dieu qui est avec Lucifer, qui est vénéré par les Templiers francs-maçons. Et bon, quoi qu'il en soit, on peut aussi nommer son rôle dans le Pizzagate aussi, hein, qui confirme un petit peu, qui est aussi l'objet donc d'un autre article qui est sur mon blog, et qui est aussi d'ailleurs sur ton site, et qui explique de quelle manière il est compromis largement dans des pratiques de ce type-là. Oui, il y a beaucoup de vidéos qui sont aujourd'hui disponibles sur Internet, sur le Pizzagate, pour ceux que ça intéresse. Voilà. C'est un sujet qui est largement bien documenté. Oui, c'est clair. Alors, donc, je parlais de la division, hein. On essaye de nous établir qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque les deux sont financés par les mêmes. Nous allons le voir. La lutte des classes, la lutte des sexes, la lutte des générations, blablabla, la Révolution française, la Révolution russe, toutes les deux historiquement entièrement cooptées par la franc-maçonnerie, donc à la solde des jésuites du Vatican. Et des héros de la liberté depuis que Internet existe, hein, on nous présente des héros comme ça, comme Assange ou Snowden, qui en fait, Assange, il se trouve avoir été moulé par la CIA, pendant son enfance, alors qu'il faisait partie d'une secte néo-nazie en Australie. Non, je peux pas le croire. Même Snowden et même Assange, pour toi, ils font partie du complot. Ah oui. Oh là là, on peut croire en personne. Oui, il y a toujours disons qu'il y a un sous-plan derrière les plans. C'est pas pour rien qu'ils nous présentent le Pizzagate. Il y a des raisons cachées derrière qui sont en rapport avec tout simplement le nouvel ordre mondial, hein. Et ma foi,
Oui, il faut regarder le plan ultime à la base pour pouvoir comprendre que tant que les personnes que je vais nommer ne seront pas exposées publiquement et ne seront pas, on n'aura pas mis fin à leurs crimes, ben, il pourra tomber tous les Rothschild et tous les Obama de la planète, ça servira pas à grand chose, hein. Alors donc, ben, on essaye donc de nous faire croire que nous pouvons nous exprimer publiquement en démocratie, surtout depuis qu'il y a Internet, hein. Il se trouve que ben, tout est contrôlé. On l'a vu clairement dans cette vidéo très intéressante avec Mark Zuckerberg et son t-shirt de compagnie qui a avec son symbole complètement Illuminati, hein. Et ben, en réalité, comme je vais vous l'exposer dans un prochain article qui parlera du code justinien et des bulles pontificales, en réalité, nous vivons dans une illusion de liberté et nous sommes complètement contrôlés comme des esclaves par cette élite. Alors, qui ils sont, hein, et comment ce système fonctionne réellement, eh ben, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors là, nous voyons les blasons de 55 familles différentes, surmontées de l'aigle à double tête qu'on retrouve dans pas mal de blasons de drapeaux dans nos pays un petit peu partout, dont les US par exemple. Alors je voulais parler du docteur John Coleman qui dans son ouvrage Conspirators Hierarchy, The Story of the Committee of 300, traduit la hiérarchie des conspirateurs, l'histoire du comité des 300. John Coleman était un ancien agent britannique du MI6. Le MI6, c'est les services secrets anglais. Et il a dévoilé un pouvoir donc dissimulé derrière le nouvel ordre mondial. Nous voyons d'ailleurs ce que contrôle le comité des 300 sur ce tableau. Le sionisme, le communisme, le libéralisme, extrême-droite, ONU, OPEP, CIA, Mossad et d'autres agences de services secrets, d'ingénierie sociale qui sont sous sa coupe, hein. Alors je voudrais donc le côté, hein, je voudrais pouvoir dire ce que lui-même a dit, ce que John Coleman a dit. Il existe une conspiration mondiale orchestrée par un groupe extrêmement puissant et dont les membres sont génétiquement liés. Il comporte des personnalités très influentes, les dirigeants politiques les plus éminents et l'élite des sociétés, comme les membres de ce que l'on appelle la noblesse noire d'Europe. Son but est de mettre en place le gouvernement mondial, dépourvu de frontières nationales et régionales. Leur intention est d'obtenir le contrôle total de tous les hommes et de réduire la population mondiale. Alors, je peux préciser que c'est plutôt drastiquement de 500 millions, jusqu'à arriver à 500 millions d'habitants, hein. Et ils sont obligés d'arriver à ce nombre-là pour y arriver, hein. Alors que le concept de nouvel ordre mondial est abondamment usité quand on se réfère à ce groupe, il est plus utile d'identifier les principales organisations, institutions et individus qui constituent un immense entrelac de réseaux liés à l'élite des conspirateurs. Alors, comme on peut le voir, les pierres guides de Géorgie nous ont montré que ce plan a été bien designé depuis un bon moment et il est maintenant en place en Géorgie et aux États-Unis. Il suffit d'aller sur Google et de regarder et vous trouverez en effet les 10 commandements du nouvel ordre mondial, dont le premier est de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants en perpétuelle balance avec la nature, ce que je trouve quand même très écolo, n'est-ce pas? Oui, ça a presque l'air d'être d'être sympathique, mais bon, en réalité, vu le nombre de personnes qu'il faudrait éliminer, bon, personnellement, je crois pas tout à fait à ce plan, mais peu importe, hein, je te laisse continuer.
Bon, en tout cas, est exposé. il existe et qu'ils arrivent ou non à le faire, tout est-il qu'il existe. Et je rappelle au passage que Hitler était végétarien, hein. Alors on va parler donc de la noblesse noire, hein. La noblesse noire est le noyau et le fondement du syndicat mondial du crime. Ce sont les propriétaires et les contrôleurs de l'État du Vatican, c'est-à-dire le Saint-Siège, que l'on voit ici, de la Société de Jésus, les Jésuites. C'était avant, en fait, hein. Je crois non, J'ai pas après, d'image pour pardon. représenter les jésuites. Si, c'est après. 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 Voilà. À part qu'elle est à l'envers et qu'en effet, vous pouvez constater que cette image-là, en anglais, il y a écrit shit. Je trouve ça intéressant. Et donc, et l'ordre aussi, donc l'ordre souverain des militaires de Malte, qu'on a vu auparavant, hein, les chevaliers de Colomb, voilà. Rapproche-toi du micro, tu viens de t'éloigner. Ah, pardon. Les chevaliers de Colomb et la mafia italienne, d'où les Sopranos, hein. Ah, ils ont Alors, un joli logo, ça reprend, on dirait une image de film, on dirait une affiche de film. bah oui, c'est Les Sopranos, c'est la série Les Sopranos qui décrit d'ailleurs la mafia. On peut constater d'ailleurs qu'il y a une espèce d'obsession comme ça sur la représentation de la mafia. Bon, et pour cause, hein, c'est en fait un hommage aux noblesses noires. Alors, ces noblesses noires, pardon, sont les dirigeants donc des anciens États pontificaux et travaillent en étroite collaboration avec d'autres familles nobles italiennes et européennes d'ailleurs. Elles gèrent toutes les monarchies en tant que branche de leur empire romain corporatiste. Et elles dirigent toutes ces régions du monde, hein, que vous pouvez voir. La noblesse noire utilise le Vatican comme réseau d'intelligence avec ses sièges épiscopaux comme surveillants de districts. Ce sont les archevêques qui sont le plus haut niveau de surveillance dans leur territoire et supervisent la religion, la politique, les affaires, l'éducation et le crime organisé de chaque région, comme décrit au-dessus sur ce tableau-là, et plus en détail sur les régions des États-Unis, comme on peut le voir là. Les jésuites sont utilisés donc comme espions et pour l'infiltration. Ils sont impliqués aussi dans le contrôle de l'esprit de masse et ils utilisent leurs universités, ils ont les universités les plus prestigieuses du monde, pour recruter des agents pour Rome. L'Ordre de Malte est un conseil militaire et des ingénieurs de guerre. Il est constitué de chefs d'État, tous d'origine noble ou adoubée. Les chevaliers de Colomb sont utilisés pour s'infiltrer dans la politique, la police et la loi. Et les mafias sont utilisés comme exécuteurs, ceux qui corrompent, font chanter, extorquent les hommes d'affaires, politiciens et banquiers. Entre autres notables. Le Saint-Siège est une personne morale, chose que je vous expliquerai donc dans une prochaine conférence. Et la noblesse noire se sert donc de cette personne morale par le biais de contrats frauduleux pour incorporer des gouvernements et d'autres personnes morales sous son autorité. C'est comme ça donc qu'ils sont les chefs du monde. Donc en fait, les différents pays sont des filiales de cette personne morale que représente le Vatican, c'est ça? Voilà. Et, Voilà. et jusqu'aux individus eux-mêmes qui sont aussi des corporations filiales des États. Voilà, qui sont derrière le Vatican. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire de nous. Après. Oui, après nous sommes aussi, bon ça je l'expliquerai donc dans le code justinien, nous sommes aussi donc des corporations particulièrement, enfin bon, j'expliquerai tout ça parce que c'est très compliqué comme notion, c'est pour ça que je voudrais. Oui. Voilà. Ça nous rapporte je vais pas en parler en particulier là maintenant, je voudrais parler de l'influence du pouvoir qu'ont ces gens-là
Et donc, je vais vous expliquer pourquoi à tous. Alors, les noblesses noires, donc, elles sont très structurées et hiérarchisées dans un modèle pyramidal qui se découpe sous toutes les coutures, donc dans tous les domaines de notre société. Et c'est normal que ce soit un modèle pyramidal parce qu'elle est notamment le reflet des noblesses noires qui sont, pour beaucoup, les plus puissants, sont d'origine en fait pharaonique, mais pharaonique ptolémaïque, c'est-à-dire de Ptolémée ou Alexandre le Grand. Et ces gens-là ont été les derniers pharaons d'Égypte, comme par exemple Cléopâtre. Et ils s'en réfèrent toujours comme modèle. C'est pour ça que donc on retrouve ce modèle pyramidal et ce symbolisme égyptien un petit peu de partout dans notre société, dans notre culture. Beaucoup de ces familles remontent en fait leur ascendance jusqu'à Babylone. Les Rothschild, par exemple, prétendent être des descendants du roi d'Hérode. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que le pape, lui-même, embrasse la main d'un Rothschild en obédience, en signe de soumission. Il se trouve que le pape lui-même, lui, n'est pas d'origine noble. Alors là, il s'agit de David Rockefeller, mais il a sans doute embrassé la main de John Rothschild juste avant, où il le fait. Oui, voilà, oui. Et donc, bref, évidemment, ces gens-là étant issus de familles régnantes depuis fort longtemps, ils se donnent ces titres et ces positions de pouvoir et ils le maintiennent depuis tout ce temps. Et le monde est divisé donc en deux types de personnes. Il y a nous autres, la plèbe, et à son sommet, des comtes, des ducs, barons, princes, rois et empereurs. Il y avait aussi le titre de patricien, donc on voit ici. Patricien, c'est un titre de noblesse à Venise, dans l'aristocratie vénitienne, dont je vais vous parler plus tard. La base fondamentale de l'appartenance au patriciat, c'était la possession exclusive du pouvoir politique, mais aussi mercantile. C'était donc les premiers marchands, les premiers politiciens. Et tous les grands nobles, en fait, étaient des patriciens. Parmi ces patriciens, il y a eu les rois de France, la famille de Savoie, les Mazzarino. On pense donc au cardinal Mazarin qu'on voit ici, les familles papales des Orsini, des Colonna. La Phénicie, alors on va parler maintenant donc de l'histoire des noblesses noires, qui sont les véritables banquiers internationaux. Pour ça, on est obligé donc de faire un petit peu d'histoire. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas ça, mais bon. Non, au contraire, c'est passionnant parce que là, on redécouvre l'histoire justement sous un autre angle. Alors en fait, tout ça est trouvable. C'est absolument trouvable sur toutes les sources. Toutes les sources historiques nous l'apprennent. Donc la Phénicie, les Phéniciens, les Vénitiens, ou Canaan aussi, sont sortis d'anciennes civilisations du croissant fertile. Les empires sumériens, akkadiens, les édomites et les assyro-babyloniens. Donc, en fait, en gros, c'est toute la portion, c'est toute la portion, voilà, du sud-est, est plutôt, de la Méditerranée. Ces Phéniciens, on les voyait dans l'image précédente, en train d'apporter des présents au roi perse, portaient le bonnet phrygien qu'on retrouve aujourd'hui sur Marianne. Alors donc je vais coter quelqu'un qui dit que les Phéniciens ont établi des colonies dans toute la Méditerranée et au-delà dans l'actuelle Afrique du Nord, à Carthage, c'est-à-dire en Tunisie, en Grèce, en Chypre et en Crète, en Italie à Venise, au sud de la France,
au Portugal et en Espagne dès 1200 ans avant Jésus-Christ, voire plus tôt. Hein. Ils sont à ce moment-là, ils ont diffusé leur culture, ils ont propagé le premier alphabet au monde et très probablement ils se sont reproduits avec les populations locales. Avec ces quartiers généraux et compagnie, ils ont été jusqu'en donc en Chypre, en Crète. On pense à la civilisation des Minoens, qui a été une des premières civilisations. Leurs quartiers généraux se sont déplacés donc plus à l'ouest, progressivement, jusqu'à Carthage en Afrique et Venise dans l'Italie d'aujourd'hui, et même plus loin. Hein. Et donc, dès 1200 à 1500 ans avant Jésus-Christ, ils voyagent, commercent et se croisent avec tout le monde. Ensuite, il y a eu la création donc de la monnaie. Et c'est à l'âge du bronze, là tu vas un petit peu rapidement. Ils extrayaient l'étain des îles britanniques pour fabriquer du bronze et transportaient des quantités massives d'argent. Des mines du sud de l'Espagne pour fournir de l'argent et des pièces de monnaie au Moyen-Orient. Tu t'es éloigné du micro, Danick. Oh, pardon. Je disais donc, à l'âge du bronze, ils extrayaient de l'étain des îles britanniques et transportaient des quantités massives d'argent des mines du sud de l'Espagne pour fournir de l'argent et des pièces de monnaie donc au Moyen-Orient. Les navires phéniciens étaient chargés d'argent. Ils en avaient largement, enfin c'était les personnes les plus riches de leur époque. On voit ici une pièce en or de Ptolémée de Philadelphe, un des derniers pharaons grecs d'Égypte, qui s'appelait ainsi parce qu'il aimait sa sœur. Philadelphe. Il a d'ailleurs épousé en seconde note. On peut comprendre qu'il y ait des histoires qu'il y ait des rumeurs donc d'inceste dans ces familles nobles. Buckminster Fuller écrit sur le développement de l'argent par les Phéniciens. Jusqu'en 1500 avant Jésus-Christ, tout l'argent était du bétail, des agneaux, des chèvres et des cochons, de l'argent vivant. C'était une vraie richesse vitale, une richesse qu'on pouvait manger. Les bœufs étaient de loin le plus gros animal destiné à l'alimentation. C'était donc la dénomination la plus élevée d'argent. Les Phéniciens transportaient leur bétail avec eux à des fins de commerce, mais ces grosses créatures se sont avérées très encombrantes lors de leur long voyage. C'était l'époque où la Crète était le quartier général du peuple des gros bateaux. La Crète s'appelait la civilisation minoïenne, la civilisation taureau. Graduellement, après avoir transporté du bétail, les Phéniciens ont inventé l'argent métallique, qu'ils ont d'abord formé en demi-anneau de fer qui ressemblait à une paire de cornes de taureau. Et puis progressivement, ça s'est transformé donc en pièces. Alors moi, ce taureau me fait penser au dieu démon Baal, Moloch, alias El, celui qu'on voit après. Baal, Moloch, El, Chronos, Seth, Saturne, tous ces noms à l'origine du nom Satan, celui pour lequel se pratiquent toujours des sacrifices d'enfants, comme je l'ai déjà démontré dans mes autres articles sur ce sujet, ainsi que des tas d'autres personnes, comme prouvé donc par l'affaire du Pizzagate, notamment. Il se trouve que, justement, des fouilles archéologiques ont révélé qu'à Carthage, donc en Tunisie, qui était un endroit dominé par les Phéniciens, des os brûlés d'enfants ont été retrouvés dans des jarres funéraires. Alors, les Édomites, parlons des Édomites, qui, eux, viennent aussi de ce croissant fertile, mais plutôt du sud de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, sont à la source de ces croyances païennes. Mais selon Joséphus, qui était un grand historien dans Antiquité des Juifs, aux environs de 100 avant Jésus-Christ, Jean Hircan a converti, entre guillemets toujours, les Édomites au judaïsme. Les Édomites étaient la descendance d'Ésaü.
Ils devinrent influents à Jérusalem parmi les scribes, les pharisiens et le gouvernement romain. Le gouvernement romain, les Romains et Édom, les Édomites, se sont mélangés et c'est décrit dans le livre de Jachère de la Bible. Et la mixture entre les Juifs et les Édomites est documentée dans l'édition de 1925 de l'Encyclopédie juive. Certains devinrent ensuite les Khazars après leur migration vers le Caucase. Et comme on le voit sur cette image, il existe aussi donc des raisons de penser qu'ils aient envahi toute l'Europe, jusqu'aux Vikings. C'est le terme qui prédomine aujourd'hui dans la complosphère, le fait de parler justement, de dire que la Kabbale, c'est la mafia khazariane. C'est Benjamin Fulford là, notamment qui véhicule un peu ça, mais en réalité, ce que tu veux dire par là, ce ne sont pas que les Khazars. Les Khazars, voilà, il y a les Khazars, mais il y a aussi les Phéniciens. Vénitiens. Mhm. Et donc, ces gens-là, oui, il y a eu un mélange à un moment donné, clairement à peu près à ce moment-là, et apparemment plus tard aussi dans l'histoire. Ces gens-là, donc, ont investi l'Empire en main, ont pris des positions de pouvoir. Leur monopole est devenu tellement important qu'ils ont acquis des postes clés au sein de Rome. Et il se trouve que ensuite, quand Rome s'est écroulée, entre guillemets, ces familles régnantes sont parties. En fait, ils ont fui pour les marécages inaccessibles. À l'époque, c'était un immense marécage de Venise, dans l'Adriatique. Ils ont construit Venise et ça a été le nouvel empire s'est déplacé donc entre là et Constantinople, qui plus tard a été aussi détruite. Constantinople a été nommé ainsi grâce à Constantin, qui a étatisé la religion chrétienne et établi le reste des césaropapistes. Les césaropapistes, c'était donc des personnes de la noblesse romaine qui sont devenues des papes. Et d'ailleurs, Pontex Maximus, qui est le titre honorifique du pape, était aussi le même titre pour les Césars. Il faut le savoir. Comme on peut le voir dans l'illustration ensuite, c'est les mêmes rites qui ont lieu actuellement au Vatican et qui ont eu lieu en tout cas pendant très longtemps, et les anciens rites égyptiens. Donc la même chaise, la même tiare, le même plumeau et les mêmes porteurs. Voilà, les mêmes rites. Qui sont donc originaires de Babylone. Alors, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Oui, je crois que c'est ma voix en fait qui baisse. Alors, pour en revenir aux Phéniciens, donc, au 8e siècle, Venise était un problème pour Charlemagne. Il a essayé de fomenter des révoltes. Non, pardon, c'est du fait en fait du financement des révoltes de la part des Vénitiens. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui continue aujourd'hui, comme je l'explique dans des articles sur l'ingénierie du social et du terrorisme, notamment sur mon blog. Arrivé au Moyen-Âge, le pouvoir de Venise a grandi jusqu'à lancer des campagnes de pillage de tous les pays de l'Est de la Méditerranée qui ont été couvertes par les croisades du XIe et du XIIIe siècle. Venise et ses alliés dans la papauté ont financé ces croisades. Et finalement, donc, la destruction de Constantinople, ils ont financé aussi ces croisades dont le résultat, enfin la fin ultime, a été la destruction de Constantinople en 1204.
Et ça marqua définitivement donc le déplacement du pouvoir monétaire de Constantinople à Venise. Voilà, donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est eux-mêmes qui prennent la décision de déplacer leur capitale. Et donc, Oui, ils par sécurisent protection, oui. leur propre capitale, en quelque sorte, puisque c'est eux toujours qui ont la main derrière tout ça. Tout à fait, oui, oui. Et puis bon, à l'époque, c'était dû à des guerres intestines aussi, dû à des... voilà, il y avait différents, il y a eu les Goths, il y a eu les Huns, il a fallu qu'ils se protègent, hein. Et donc, le symbole que nous voyons ici, c'est le lion de la basilique de Saint-Marc qui a choisi ce symbole-là du lion ailé comme lien avec sa continuité avec les empires brutaux d'Asie du Sud-Ouest qui remontaient à Babylone. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le lion ailé de Babylone qu'on voit ici. Et il a les cornes en plus, celui-là. Lui, oui, bien sûr, bah oui. Il se trouve que donc, l'Empire romain lui-même, au travers de ses cultes d'Apollon et de Mitra, que l'on voit dans cette image en train de sacrifier le taureau, qui porte aussi un bonnet phrygien, donc avait cette continuité-là dans ses cultes. L'Empire vénitien était organisé autour de l'église de Saint-Marc. Et c'était le même modèle que celui du temple d'Apollon de Delphes en Grèce. L'administration vénitienne fonctionnait comme le centre de l'église d'État et de même que la banque centrale de l'Empire, qui devint la plus grande banque au monde, à l'époque déjà donc. Les responsabilités financières, culturelles et d'espionnage des procurateurs de Saint-Marc étaient si étendues qu'aucun aristocrate vénitien ne pouvait devenir un doge de Venise sans d'abord devenir un procurateur. La domination vénitienne de la majorité du monde durant les 5 siècles qui suivirent le pillage de Constantinople allait de la Chine aux îles britanniques, hein, quand même. C'était tout le monde connu de l'époque. Venise avait un système de service secret mondial et un pouvoir immense. Il était aussi le centre d'échange d'or et d'argent dans le monde, en lingots, déjà à l'époque. Durant le processus, quand on voit tous partout où ils sont allés, ils ont tellement pompé d'or de l'Est et d'argent de l'Ouest qu'ils ont provoqué une catastrophe totale. Enfin, c'est eux qui ont établi en tout cas les cours de la bourse de l'époque, nous allons dire, hein, en manipulant le contrôle du prix de l'or et de l'argent. Hein. Ils spéculaient sur la valeur des pièces de monnaie de toute l'Europe et partout ailleurs dans le monde. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. D'ailleurs, donc, ils les ont tellement pompés qu'ils ont provoqué la triste période de l'âge des ténèbres du XIVe siècle. Et il a même été, c'était à un tel point que le pape de l'époque les a comparés aux empereurs romains, évidemment. Selon certains, ils auraient même causé la peste noire, responsable de 25 millions de morts, ce qui était un génocide à l'époque, vu le nombre de personnes. En faisant courir la rumeur que c'était les Juifs qui avaient empoisonné les puits. Puis les Juifs, évidemment, toujours là pour pouvoir porter le fardeau de leurs conneries. Toujours là pour jouer le rôle de bouc émissaire et accuser du coup le complotiste d'antisémitisme. Voilà. Alors, durant la Renaissance, la nation de France a essayé de créer une compagnie pour ruiner Gênes et Venise, qui tenaient les bourses donc de l'Europe entière. Et ça a dégénéré en une guerre, c'est la guerre de la Ligue de Cambrai au XVIe siècle, qui prévoyait d'éradiquer Venise. Mais les Vénitiens, ils étaient aidés par un Kigi qui faisait partie des noblesse noire. C'était un banquier, un mécène. Et ainsi, ils ont corrompu tous les côtés et se payaient des mercenaires pour battre la Ligue. Ce qui fait que, la France n'a rien pu faire et ce genre de technique existe toujours à l'heure actuelle.
Ensuite, avec le développement donc des États-nations comme la France, puis plus tard d'autres nations, et puis la découverte de l'Amérique, il y a eu des factions entre à Venise qui ont déterminé une des factions à gagner et ont décidé donc de transporter tous les pouvoirs de Venise à Amsterdam, puis Londres. Nous voyons ici d'ailleurs, donc à Londres, ce sont les 12 grandes compagnies marchandes de la City de Londres qui régissent la City de Londres. Et c'est donc durant le XVIe et le XVIIe siècle qu'ils créèrent les pouvoirs commerciaux, maritimes en particulier, donc hollandais puis anglais, qui étaient sous leur contrôle. Alors, je voudrais citer Lyndon LaRouche, qui écrivit dans Money or Credit en 2010, vers 1492, le système impérial vénitien changea drastiquement de stratégie alors que le pouvoir mondial maritime passait de la Méditerranée à l'Atlantique. Venise, une fois établie comme le centre du pouvoir, un peu moins de 1000 ans avant, est restée le centre de l'organisation du pouvoir monétaire, alors que l'autre branche anglo-hollandaise est devenue la capitale politique et militaire des opérations grandissantes globales de l'Empire lui-même. Venise n'a jamais abandonné ce rôle, elle a seulement transféré certaines de ses fonctions dans une nouvelle base londonienne, comme partie de l'ajustement au changement de pouvoir actionnaire de la Méditerranée à l'Atlantique. Londres, ou plutôt la City de Londres, est donc devenue le centre du système monétaire mondial. La tradition du pillage vénitien est reparue avec Isaac Newton, qui est d'ailleurs est devenu le plus grand savant au monde de son époque, parce qu'il était sponsorisé par des noblesses noires. Et il était aussi maître des monnaies. Il a surévalué le coût de l'or pour voler l'argent pour la Compagnie des Indes orientales britanniques. Ça a établi un standard de l'or absolument étouffant des 18e et 19e siècles, qui fait qu'il y a eu, par exemple, des famines atroces qui sont arrivées à ce moment-là. Et excuse-moi, Dani, le son oscille. Je ne sais pas pour quelle raison. Des fois, on t'entend fort, des fois, on t'entend faible. Essaye de bien rester tout le temps à distance égale du micro. Je le suis. Je pense que c'est peut-être dans les. Là, d'un coup, c'est revenu là. Très bien. Continue. Bon, ok, d'accord. Alors, je parlais donc l'étouffant standard de l'or qui a fait que ça a créé énormément de crises à l'époque. Et il se trouve qu'avec la venue des États-Unis et Abraham Lincoln, qui a voulu faire son propre argent avec les greenbacks, eh ben, étonnamment, il a été assassiné et la guerre de sécession qui a été déclenchée en réalité n'a rien cessé non plus et qui était aussi organisée donc par les noblesses noires, hein, toujours la même chose en payant les deux parties pour être sûr de gagner, hein, parce que quand on finance les deux, forcément on les gagne. Et finalement, donc, rien n'a jamais changé. Et quand on se renseigne un peu, on s'aperçoit que les États-Unis restent une colonie anglaise, toujours à l'heure actuelle. Alors, Venise et l'Angleterre sponsorisaient aussi Napoléon Bonaparte, de la famille de noblesse noire génoise des Pallavicini, pour détruire cette possibilité dans un chaos sans fin via la guerre. Il était financé notamment par l'Empire Habsbourg, qui ont financé le traité de Vienne en 1815. Napoléon, comme on le voit ici, était aussi un franc-maçon. Cette position n'est absolument pas naturelle, hein. On se demande pourquoi il avait toujours cette position. Bon, bah, il suffit de regarder les signes franc-maçonniques et vous le trouverez sur Google aisément.
L'Empire Habsbourg est en fait l'empire dont la famille Rothschild sont les financiers. Attendez. Donc, en fait, tout se contrôle sur l'argent. Quand Nixon a enlevé l'or comme standard en 71, il a simplement rétabli une vieille tradition vénitienne de spéculation sans limite sur l'argent. Et maintenant que l'argent est virtuel, le voilà, le Bitcoin. Ben, les spéculations, elles ne peuvent que s'envoler. Et il n'y a absolument rien pour pouvoir donc établir une quelconque valeur à cette monnaie virtuelle. Il faut quand même réaliser. Alors actuellement, il reste 60 anciennes familles vénitiennes qui existent encore aujourd'hui, de même que beaucoup d'autres familles puissantes d'origine romaine ou européenne qui ont changé leur nom en déménageant pour d'autres parties du monde. Ces familles ont des sociétés secrètes qui travaillent pour elles. Ces sociétés secrètes incluent celles qu'on connaît tous très bien, la franc-maçonnerie, l'ordre des Rose-Croix, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, le Wicca, les cultes du New Age, les cultes néofascistes, la scientologie, les jésuites, les chevaliers de Colomb, les chevaliers de l'ordre de Malte, les Skull and Bones, la société de la Kabbale et bien d'autres. Les religions organisées utilisent également des sociétés secrètes au sein de leur église, temples et mosquées. Toutes ces sociétés secrètes sont supervisées par l'œil qui voit tout, ou le Saint-Siège, Holy See en anglais, S-E-E, voir. Le cercle intérieur de ces sociétés secrètes est composé de membres initiés et ces initiations impliquaient diverses activités criminelles et hautement immorales impliquant la cupidité, le sadisme, la pédophilie, la consommation de sang et même des sacrifices humains et animaux. Les sociétés secrètes sont des confréries et des sororités, comme on en trouve dans les universités. La mafia fonctionne comme une société secrète criminelle et utilise également des initiations similaires. Les membres initiés de la mafia sont appelés les hommes fées. La noblesse noire utilise la mafia pour faire respecter les autres sociétés secrètes. Ils sont aussi là pour faire chanter les membres initiés, pour les empêcher de s'en sortir ou de s'exprimer. La mafia se réfère au code du silence comme omerta, d'où le signe sh, dont on voit ici Ignace de Loyola, et puis dans la photo d'ensuite, le prince Harry partagé et des tas d'autres gens. Il suffit de googler symbole sh et vous le trouverez. Il représente aussi le contrôle mental. Alors, pour vous expliquer un exemple d'influence des jésuites sur la politique mondiale. Alors, ce que les écrivains modernes appellent les Illuminati est un autre nom pour l'ordre des jésuites. Avant la suppression des jésuites en 1973, Adam Weishaupt était professeur jésuite, donc, comme je le disais, et il était un soldat royal du pape noir. Lorsque les jésuites ont été interdits par la bulle papale Dominus Hac Redemptor Noster, les jésuites ont simplement réapparu sous le nom d'Illuminati de Bavière. Leur objectif le plus urgent était de venger leur suppression et d'unir la maison de Rothschild, la franc-maçonnerie du Grand Orient et les franquistes sabbatins, dont je parlais auparavant, c'est-à-dire les Jacob Frank et Sabbatai Tzvi. Alors, après la formation de l'ordre des Illuminati, les membres ont infiltré la grande loge la loge du Grand Orient de France. En quelques années plus tard, d'éminents francs-maçons ont formé le club des Jacobins,
qui a enflammé la Révolution française. Pendant la Révolution française, les ex-jésuites s'assuraient de punir les prêtres catholiques, en particulier les dominicains, qui ont pris leurs richesses et leurs possessions durant leur suppression. Dirigés par Robespierre, les Jacobins ont déclenché la terreur en France. Et par exemple, des frères dominicains ont eu leur pénis coupé, les monarques ont été décapités et le pape Pie VI a été emprisonné. Lorsque le pape Pie VI a été libéré 5 ans plus tard, il a rétabli l'ordre des jésuites. Tu n'as pas d'illustration pour ça, hein, c'est ça, il n'y a pas de... Pardon ? Dans les images, il n'y a pas d'illustration par rapport à ce que Non. Là, je cite en fait Brandon Hauser, qui est une des personnes qui s'exprime beaucoup sur Facebook et qui côtoie quotidiennement les grands de ce monde, qui étudie depuis des années aussi ce sujet-là, et je suis en train de le coter là, en fait. Hein. Je suis en train de le citer. De le citer, oui, pardon, je parle à moitié anglais des fois. Alors, les familles de noblesse papale mafieuse romaine elles-mêmes. Dans le blason du Vatican, on voit la couronne triple. Elle représente les 3 domaines du pouvoir mondial, monétaire, politique et spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a donc 3 couronnes dessus. La noblesse papale et la noblesse du Saint-Siège. C'est une noblesse donc qui est constituée de princes, ducs, comtes, marquis et barons et rois, bien sûr. Les titres papaux de noblesse ont été spécifiquement reconnus par l'Italie dans le traité de Latran de 1929. En établissant l'état de la cité du Vatican et reconnaissant la souveraineté du Saint-Siège. Ce qui fait qu'en 1969, le Conseil d'État italien a décidé que la disposition du traité de Latran concernant la reconnaissance des titres papaux, c'est-à-dire les titres de noblesse, était valable. Et donc, tous ces titres conférés par les papes sont toujours valables à l'heure actuelle. C'est d'où les adoubements qui se déroulent toujours. La noblesse noire cache qui sont propriétaires, donc partagés, parce qu'ils ne sont pas les seuls, du Saint-Siège qui dirige, enfin ensemble, du Saint-Siège qui dirige un empire mondial. Les anciennes maisons nobles de la papauté comprennent la maison Aldobrandini, la maison Barberini, la maison Breakspire, la maison Borghese, la maison Borgia, la maison Torlonia, la maison Chigi, maison Colonna, la maison Conti, la maison Médici, la maison Orsini, la maison Pamphili, plus tard Doria Pamphili, qui sont d'ailleurs liés au Rothschild, la maison Pallavicini, la maison d'Este et Farnese. Toutes ces lignées papales sont actives encore aujourd'hui. Les États pontificaux, sous la juridiction du pape, avaient une noblesse territoriale et ils se sont mariés entre eux. Pendant cette période, dans toute l'Italie, diverses familles influentes sont arrivées à des postes de pouvoir par l'élection à la papauté d'un membre de leur famille. Ou alors ils ont été élevés dans des rangs de noblesse parce que justement ils avaient un membre de leur famille dans la papauté. Ça a été le cas par exemple pour les Farnese, les Borgia, les Pamphili aussi. Ces gens-là ont laissé des traces, ils ont toujours actuellement les états pontificaux, tu les as loupés là un petit peu. Voilà, c'est ça que tu voulais que je montre. C'est la cité du Vatican, donc c'est les états pontificaux. C'est ce qu'on appelle the Holy See, donc le Saint-Siège.
Siège, la traduction n'est pas la même en français et en anglais, j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'indications qui sont données en anglais qui ne sont pas données en français. C'est la même chose d'ailleurs pour les, les 10 commandements du Nouvel Ordre mondial. Il n'y a pas de traduction en français sur les pierres elles-mêmes. Alors, excuse-moi, je vais te demander une clarification. Qu'est-ce qui représente les États pontificaux sur cette carte? Tout ce qui est entouré. Tout ce qui est entouré autour de Saint-Pierre, de l'église de Saint-Pierre, la chapelle Sixtine. C'est tout petit, c'est l'État le plus petit au monde. Hein. Mais là, on parle du Vatican, là. Oui, c'est le Vatican, mais c'est une cité-État. C'est un État en soi. Ce sont les États pontificaux. C'est un État ou plusieurs États? Puisque tu dis disons qu'à l'époque, il y en avait plusieurs. Ils avaient aussi d'autres endroits en Italie qu'ils partageaient avec ces noblesses. Maintenant, c'est cette partie-là, c'est ces États-là, enfin cet État-là. Voilà. Ok. Alors, ces personnes-là, donc, ont construit des palaces, des palais, absolument partout. Là, c'est celui de la famille papale d'Este, mais il y en a plein d'autres qui parsèment toute l'Italie. On en trouve des châteaux et des palais, on en retrouve un petit peu partout. Hein. Alors, du coup... oui, et donc le pape continue à décerner des titres de noblesse, toujours à l'heure actuelle. Il n'est pas obligé de le reporter, en fait, c'est à son simple bénéfice. Il n'est pas obligé de le consigner dans les actes du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Et parmi ces distinctions honorifiques, hein, ces personnes qui sont adoubées, il comprend souvent des Italiens, mais pas seulement. Il y a aussi des proches de la papauté, dont certaines familles catholiques éminentes, comme par exemple Kennedy, la famille Kennedy, dont Rose Kennedy, qui était la mère du président assassiné John F. Kennedy. Ces titres pontificaux, donc, sont à la seule discrétion du pape. Hein. Alors ensuite, il y a, je vais parler, j'espère assez rapidement, de quelques think tanks qui régissent nos vies, comme le Comité des 300. Il y en a plein qui sont représentés ici, mais en réalité, je vais en parler de deux en particulier. C'est donc le Comité des 300 familles, hein, qui régissent nos vies. Parmi les membres, je vais vous parler par exemple des membres du Comité des 300. Il y a par exemple la famille Giustiani, qui vient de noblesse noire de Rome et de Venise, dont la lignée remonte à l'empereur Justinien. Pier Paolo Luzzati Fequis, dont la lignée remonte à 6 siècles au plus ancien Luzzato, de noblesse noire de Venise. Umberto Ortolani, de l'ancienne famille de noblesse noire du Manon. D'autres anciens membres du conseil d'administration du Comité des 300 sont des noblesses noires vénitiennes, comme la famille Doria, les financiers des Habsbourg espagnols, Élie de Rothschild de la famille française des Rothschild, le baron Auguste von Fink qui était le deuxième homme le plus riche d'Allemagne, aujourd'hui décédé, Franco Orsini Bonacassi, oui, de l'ancienne noblesse noire Orsini, qui remonte à un ancien sénateur romain du Manon, la famille Albe, dont la lignée remonte au grand-duc d'Albe, le baron Pierre Lambert, cousin de la famille Rothschild belge, un membre belge de la noblesse noire, Étienne d'Avignon, qui, en tant que membre du Comité des 300, s'est d'ailleurs vu confier la tâche d'effondrer l'industrie sidérurgique aux États-Unis.
L'Italie, il faut le savoir, a été choisie comme cible d'essai par le comité des 300. Elle est importante pour les plans des conspirateurs parce qu'elle est le pays européen le plus proche du Moyen-Orient et qu'elle est liée à l'économie et la politique du Moyen-Orient. C'est aussi le foyer de l'Église catholique, bien sûr, et le foyer de certaines des familles oligarchiques les plus puissantes du monde, hein, comme on a pu le voir, de cette ancienne noblesse noire. Elle est aussi importante parce que c'est une porte d'entrée en Europe pour la drogue en provenance de l'Iran et du Liban. Si l'Italie avait été affaiblie par la mort d'Aldo Moro, elle aurait eu des répercussions au Moyen-Orient, ce qui aurait affaibli l'influence américaine dans la région. Alors, le Club de Rome, nous voyons ici les images du cadavre de ce juge qui enquêtait sur la mafia au moment des faits, quand il a été kidnappé, soi-disant par les Brigades Rouges. Alors les Brigades Rouges et le Club de Rome, justement, qui est un autre think tank. Le Club de Rome a été créé en 1968. Il se trouve qu'il est en contact étroit avec la noblesse noire de Venise et de Gênes, la loge P2 et les Brigades Rouges, qui travaillent donc pour les mêmes buts de ingénierie du terrorisme. On peut parler des opérations Gladio et Gladio B maintenant, qui sont donc la suite de Gladio, ainsi que des armées, s'appellent des armées de l'OTAN. Et Daniel Glanzer donc a fait toute une conférence, tout un essai qui est un Suisse, a fait tout un essai sur Gladio B et les armées Stay Behind, qui sont donc les armées de l'OTAN. Le Club de Rome, donc, est une organisation conspiratrice, un mariage entre les financiers anglo-américains et les vieilles familles noires de noblesse noire d'Europe. En particulier, la soi-disant noblesse de Londres, Venise et Gênes. En fait, ils sont spécialisés dans les convulsions aussi économiques. Et ainsi que oui, voilà, en fait, à créer des crises économiques et sociales d'échelle mondiale comme une technique pour faire venir de grandes choses, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, bien entendu. Brzezinski, notamment, faisait partie, qui est un des plus grands politiciens avec Kissinger, est un membre du Club de Rome, du comité des 300, du CFR et de l'ancienne ancienne noblesse noire franquiste polonaise. Alors, comme influence de la noblesse noire sur la culture populaire et notre histoire, nous avons par exemple les Rolling Stones, qui est un groupe ouvertement sataniste, qu'on voit ici rendre hommage non seulement au diable, mais en réalité à Aleister Crowley, qu'on voit sur la gauche de l'écran, celui qui s'appelait lui-même la bête 666, l'homme le plus mauvais, le plus démoniaque du monde, et qui a modernisé la magie sexuelle et les sacrifices d'enfants. Le rock a d'ailleurs permis d'introduire de nouveaux cultes comme le New Age et a renforcé ceux qui fonctionnaient déjà, qui comprennent, comme par exemple les Beatles. Les Beatles qui ont donc beaucoup contribué à ça et qui étaient donc ouvertement satanistes aussi. Je l'ai déjà représenté dans mon article du Pizzagate. Et qui sont donc ils sont tous les deux issus en fait de l'Institut Tavistock en Angleterre, qui est un institut d'ingénierie sociale, donc qui crée les tendances, les courants et les cultures. Et en l'occurrence ici la contre-culture. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit par David McGowan, qui est malheureusement décédé
d'un cancer l'année dernière et qui était quelqu'un que j'appréciais énormément et qui m'a fait découvrir tout ce pan-là, c'est-à-dire l'ingénierie sociale de la contre-culture et du mouvement New Age et de tout ce qui est ce qu'on appelle la révolution des années 60, hein, en expliquant que c'était une création de la CIA. Et en donnant toutes les preuves hein, de ce qu'il avance, bien entendu, dans son livre qui s'appelle Laurel Canyon, et je me souviens plus la suite. Bref. La référence est dans ton article sans doute? Il me semble que je l'ai mise, Ou oui. ou tu la Weird rajouteras Scene, pour ceux que ça voilà. intéresse? C'est Weird Scene Inside the Canyon, Inside Laurel Canyon. Et oui, la référence est dans mon article, hein. N'importe comment. Rapproche-toi, rapproche-toi. Oui, pardon. Ils ont aussi permis de construire le culte du fondamentalisme chrétien, qui a été initié par un serviteur de la Compagnie des Indes orientales britanniques, Darby, qui sera utilisé à mauvais escient pour renforcer l'État sioniste d'Israël en s'identifiant aux Juifs par le mythe du peuple élu de Dieu. Alors que donc, on a vu qu'ils n'étaient pas tous, pas forcément sémitins. Un bureau d'assassinat professionnel est situé en Suisse et était jusqu'à récemment dirigé par un personnage fantomatique dont on ignorait, dont on ne savait pas qui il était. En tout cas, il n'avait plus de photographie après 1941. C'est une opération qui a été financée par la famille Oltramar, qui est de la noblesse noire, propriétaire de la banque lombarde Audier de Genève. J'aurais dû fournir des photos, je suis désolée. Là, ce sont en fait les armoiries Pardon. les armoiries des Massimo. La famille Massimo serait une des plus puissantes, probablement peut-être la plus puissante de ces familles papales de noblesse noire. Les familles Massimo de Savoie, Windsor et Bourbon, ce sont des familles qui sont liées par le mariage et la lignée. On retrouve d'ailleurs ce symbole des deux lions dans tout leur blason. Et c'est une royauté du Vatican qui a régné sur les anciens états pontificaux de la famille Massimo. Hein. C'est aussi une famille qui a été mariée plusieurs fois avec la famille notamment Bourbon, hein, celle qui est la française, Savoie, et qui aussi, ainsi que la maison de Wettin qui a créé notamment les Battenberg. Et les Battenberg sont à l'origine de la famille, enfin pas que les Battenberg, il y a les Battenberg et les Saxe-Coburg-Gotha qui sont tous les deux donc d'origine allemande et qui sont donc à l'heure actuelle les ancêtres de la reine d'Angleterre actuelle et enfin les ancêtres en tout cas du prince Charles et du futur roi. La mère du prince Philippe, père du prince Charles, était la princesse Alice de Battenberg et le prince Philippe lui-même était un nazi. Hein. On le voit d'ailleurs dans l'image d'après, assister à des funérailles nazies quand il était jeune. Le prince Charles donc est issu de Saxe-Coburg-Gotha et de Battenberg. Tous les deux ont changé de nom pour pouvoir être acceptés dans la société anglaise, évidemment. Si les Allemands n'étaient pas très appréciés, ils ont été obligés donc de changer de nom. Le son fluctue beaucoup, encore une fois, je ne sais pas quelle en est la Pardon, non, raison. mais c'est peut-être moi qui baisse ma voix. Est-ce que tu as, non, mais est-ce que tu as peut-être tu as des notes papier que tu passes devant le micro de temps en temps, peut-être, qui fait que. Non, je fais rien de particulier, non. Ouais, je comprends pas. Je suis vraiment désolé pour nos auditeurs d'avoir cette fluctuation de son, mais bon, voilà, on va continuer. Alors je disais donc que on voit le lien avec les nazis puisque ce sont eux qui ont financé et conçu les nazis et les fascistes. La maison de Savoie a mis au pouvoir Benito Mussolini, le dictateur fasciste d'Italie, qui a été établi d'ailleurs la cité du Vatican en tant que nation souveraine en 1929. Et en établissant la cité en tant que nation souveraine, ça a donné à la noblesse noire une base pour mener ses activités criminelles tout en étant protégée par la religion.
Les familles de Savoie et de Bourbon ont mis au pouvoir le dictateur fasciste de l'Espagne, Francisco Franco, qui est à notre gauche sur l'écran, Mussolini étant à droite. Et tout le monde reconnaît, évidemment, Adolf Hitler au milieu, qui était aussi donc financé par ses familles. Beaucoup de princes allemands étaient également nazis. Le prince Édouard VI de Windsor était connu pour son soutien aux nazis. Le mot holocauste signifie une offrande brûlée, et ce sont aussi les militaires britanniques et américains qui ont bombardé les populations civiles de Dresde et en Allemagne, et les civils aussi à Nagasaki et Hiroshima, en même temps que, bien entendu, les fours des camps nazis. Le salut nazi était le salut romain, comme on peut le voir dans la future photo. Le nazisme était le fascisme, et comme on le voit à l'heure actuelle, les présidents des États-Unis utilisent toujours ce salut, qui est un salut qui n'est pas que donc nazi, mais qui est originellement romain. Alors nous avons aussi l'Union européenne de Rome, n'est-ce pas? L'Union est basée sur le traité de Rome qui a été signé à Rome sur la colline du Capitole. Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale de l'Union européenne, est né à Rome et a fait ses études à l'Institut Massimo, dont je parlais auparavant, qui a été créé donc par la famille Massimo. L'Union européenne a son siège en Belgique et au Luxembourg, et les familles royales belges et luxembourgeoises sont mariées avec des nobles romains et italiens, dont les familles Bourbon de Parme, Torlonias, de Savoie et Ruffio di Calabria. Le grand-duc Henri de Luxembourg et le roi Philippe de Belgique sont tous deux chevaliers romains de Malte. Tu es à nouveau lointaine, Yannick. Ah bon? Je disais donc que le grand-duc Henri de Luxembourg et le roi Philippe de Belgique sont tous deux des chevaliers romains de Malte, donc à la solde du Vatican. Jean-Claude Juncker est également chevalier de Malte et président de la Commission européenne. Le prince Carlos de Bourbon-Parme, qui est un noble italo-néerlandais et chevalier de Malte, a travaillé au Conseil politique européen à Bruxelles, qui travaille donc avec l'Union européenne. Le traité de Maastricht a été développé et a été signé aux Pays-Bas sous le règne de la reine Béatrix, qui est aussi une dame de Malte et tante du prince Carlos de Bourbon-Parme. Alors, on va arriver à la conclusion. Alors, la conclusion, c'est que Rome n'est jamais tombée. L'Empire s'est transformé en église papale romaine catholique. L'empereur est devenu pape, les deux portant donc, comme je le disais avant, le même titre de Pontifex Maximus. Je vais de nouveau citer Brandon Hauser, donc je remercie beaucoup pour m'avoir aidé d'avoir pu en fait mener cette enquête aussi loin, et vous allez voir, elle n'est pas finie encore. Je vais donc le citer là. Les Illuminati est un terme générique utilisé pour se référer à ceux qui, dans l'ombre, savent ou sont illuminés par le savoir. Ces personnes manipulent la manière dont les interactions globales fonctionnent et sont impliquées dans la cause du contrôle planétaire. Illuminati est un mot latin qui évoque le cœur central de ce système, qui nous ramène à l'ancienne Babylone, Perse et plus tard la civilisation gréco-romaine. Au travers des siècles, il a évolué jusqu'aux ptolémaïques, mérovingiens, aux cités-États italiennes, à divers principautés et duchés, les empires romains sacrés sous forme du Vatican et autres européens, espagnols, et des Royaumes-Unis, etc. Et en particulier byzantins, jusqu'au perfectionnement de cette structure sous la forme de l'Église catholique romaine et orthodoxe grecque. Les familles papales de noblesse noire descendent des anciens Romains. Bon, cette diaspora de noblesse noire, blanche et européenne est liée à la fondation sur lesquelles ces maisons posèrent
durant le Moyen-Âge en capitalisant sur le premier et le second concile de Nicée et plus tard les croisades, la Reconquista et la Renaissance. Toutes ces familles fournirent donc des papes, des seigneurs féodaux et contrôlent maintenant de nouvelles additions à la création de l'ordre des Jésuites, qui à leur tour ont entraîné Adam Weishaupt, le créateur des Illuminati de Bâle. La papauté et ses quartiers généraux au Vatican contrôlent la plus grande partie des richesses, de terres, d'anciens artefacts, d'observatoires, d'archives et contrats au monde. La curie romaine contrôle les opérations pendant que les papes blancs et noirs agissent comme leurs chefs cérémoniels qui seront éliminés s'ils dévient. De la plus grande région de Rome, le Vatican contrôle directement ces groupes de fidèles qui perpétuent le contrôle d'autres groupes inféodés. Exactement de la même manière que durant la République romaine et plus tard l'Empire romain, dont la fondation est la racine de toute loi, commerce, gouvernement, langage et divertissements occidentaux. Ce monde a été donc méticuleusement romanisé et c'est pour ça qu'on trouve leurs traces partout, autant dans l'idéologie, l'architecture, la symbologie, partout. Tout est fasciste, car nos dirigeants le sont à l'image du faisceau des lecteurs qui les symbolise, comme on peut voir d'ailleurs dans la prochaine image, au Congrès américain. Qu'est-ce que font ces faisceaux d'électeurs au Congrès américain? Catholique veut dire universel. C'est comme cette religion qui contrôle tous dans notre univers. Alors je tiens aussi à remercier le créateur du blog AUEA Zeus, qui donne absolument tous les détails nécessaires pour savoir qui sont ces familles criminelles à la tête du monde à l'heure actuelle, quelles sont leurs activités et leurs liens entre elles. Vous trouverez le lien pour le site sur l'article donc. Et il y a aussi une version française qui a été traduite par un ami à moi qui s'appelle Sam Touche, que je tiens à remercier aussi. Et étant donné que ça a été fait par une intelligence artificielle, un logiciel d'intelligence artificielle de traduction, la traduction n'est pas parfaite. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent de traduire les éléments dans son site au complet, je vous invite à me contacter et à le faire, quoi, parce que c'est vraiment des informations qui sont précieuses. Alors le prochain article abordera une de ces familles de noblesse noire en particulier, pour vous faire toucher du doigt les pratiques régulières de ces familles et leur rôle dans l'établissement de l'ancien ordre mondial, ainsi que ma triste expérience personnelle avec cette famille. Ce qui m'a plongé plus encore dans ces études. Et ça reste un des secrets les mieux gardés de ce monde, très fortement corrompu. La corruption de la Bible au XVIe siècle, avec l'utilisation de l'une de leurs figures historiques, la plus connue, comme représentation de Jésus, créant ainsi le Dieu blanc de nos églises et le maître ascensionné du New Age. Parce que de toute évidence, si Jésus donc est bien historiquement raconté par la Bible, il ne ressemblait de toute évidence pas à un petit blondinet. Voilà. Je vous fais remarquer d'ailleurs sa jolie auréole pyramidale. Bon ben nous arrivons à la fin de cet exposé. Toutes les sources se trouvent sur le site. Je vous invite à aller visiter pour pouvoir pousser plus loin ces recherches en espérant que ça vous intéresse. Ouais, tu es en train de disparaître dans les limbes sonores d'ailleurs, là en même temps que tu nous dis que ton exposé est terminé. Donc une fois encore, je vous prie de nous excuser les auditeurs pour ces fluctuations sonores qui doivent être assez désagréables et dont nous n'avons pas identifié la cause. Donc merci beaucoup Danick pour cet exposé. Donc ce n'est pas le dernier. Moi j'aurais envie de dire quelques mots par rapport à tout ce que tu viens de dire. Donc c'est que
D'abord, alors ça nous donne un certain sentiment d'humilité par rapport à toute cette complexité et que comprendre en fait les arcanes de cette, appelons-le conspiration mondiale, nécessite d'avoir une grande culture et de nombreuses connaissances pour comprendre justement les liens entre les différentes familles, les différentes factions, les organisations, etc. Et ça devrait vous inviter justement à faire vos propres recherches pour approfondir chacun des points qui a été évoqué ici, parce que chaque point évoqué ici finalement n'est qu'une introduction à vous, un engagement à vous, vous demander de faire vos propres recherches, essayer d'en savoir plus. Donc il y a suffisamment de références qui sont données dans l'article de Danick, donc sur le blog les rubriques de Danick. Donc vous tapez sur Google les rubriques de Danick et vous tomberez sur son blog. Cet article sera également repris sur le blog que je gère, Révolution Vibratoire. Voilà. Donc c'est une leçon d'histoire qui nous donne envie de réouvrir nos livres d'histoire, en tout cas des livres apocryphes, certainement pas les livres traditionnels où tout a été réécrit et tout est soigneusement masqué. Si vous avez Ça, en réalité, parce que j'ai trouvé pas mal de références directement sur Wikipédia. Hein. Alors en l'occurrence toute l'information, je pense que toute l'information que tu donnes est publique, Ah mais oui, oui. c'est justement le fait de les mettre en relation nous donne une nouvelle perspective et ça permet de justement, ça donne toute son, c'est l'organisation de l'information que tu donnes qui donne toute son importance justement à cette information. Bah, écoute, je t'en remercie beaucoup. Je te remercie. J'ai en effet fait de mon mieux. Bon, ça fait, comme je disais, quelques années aussi que je planche sur le sujet, donc je n'ai pas de mérite. Hein. Je pense que quelqu'un d'autre qui aurait aussi parlé anglais et qui aurait peut-être bon, je commençais à m'intéresser déjà à ces sujets avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, qui a fait que je m'en suis encore plus intéressée. Euh, mais, euh, mais, euh, mais bon, je pense que n'importe qui, oui, voilà, qui est capable de utiliser un logiciel de traduction, donc qui est un peu motivé, un peu intéressé, ou qui parle un peu l'anglais, peut très bien pousser ses recherches aussi loin aussi, hein, voire les dépasser, je l'espère. Tout à fait. Et comme aujourd'hui on découvre des youtubeurs de génie qui arrivent à nous faire des vidéos absolument percutantes sur la question de la pédocriminalité, moi Ouais. j'incite ceux qui sont inspirés à faire de même sur le sujet des noblesses noires. Comment dire, la page est vierge. Il y a des choses absolument phénoménales à rendre publiques. Et donc, voilà, il y a vraiment des recherches et des exposés à faire justement pour dévoiler tout ça. Et c'est un peu une première étape, un premier pas que tu fais en faisant le travail que tu fais, même si tu t'appuies toi-même sur d'autres auteurs. Ah oui, tout à fait. En fait, ce travail est une compilation du travail de je ne sais combien d'autres personnes, en tout cas pas mal d'autres personnes. Voilà. Donc moi, je vous encourage à approfondir tout ceci. Faites fonctionner votre discernement aussi. Ne prenez pas tout ce qui est dit dans cet exposé comme vrai. Allez chercher l'information. Faites vos propres recherches. Non, Et non, je vous en encourage vraiment, je vous encourage largement à faire des recherches pour tout ce que je dis. Et si vous avez donc apprécié cet exposé, n'hésitez pas à liker puisqu'elle sera postée sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au blog de Danick. Et donc, on vous donne rendez-vous pour un autre exposé puisque Danick a encore beaucoup de choses à communiquer par rapport à ses recherches et par rapport à ton expérience. Oui, je te remercie beaucoup et ce sera avec plaisir, vraiment. Très bien. Merci encore, Danick, et puis à une prochaine. À une prochaine, au revoir. Merci, au revoir.